Bien, alors un grand merci d'être ici pour assister à la table ronde Machines nécrophoniques. Je suis ravi d'accueillir des voix bien vivantes. Celle-ci, on va commencer par François Angelier, bien Bonjour. connu sous ses latitudes. Alors, bien sûr, François, c'est l'homme de mauvais genre. Tous les samedis, un rendez-vous important de l'imaginaire, mais il est aussi journaliste au Monde, où il tient une chronique régulière sur la littérature d'imaginaire, mais aussi à l'Obs et au magazine littéraire, où il concourt de très beaux dossiers. À côté, Lev Grossman, qui s'est fait très remarqué avec sa trilogie Les Magiciens, parue chez nous chez La Talente, où il propose une relecture originale et qui bouscule les chefs-d'œuvre anciens et modernes comme Harry Potter ou Le Monde de Narnia de Lewis. À ses côtés, Philippe Baudouin, lui aussi homme de radio, tout comme François, et dont la formation philosophique et l'intérêt justement pour la radio lui ont fait paraître chez Alia un travail nécessaire qui était les écrits radiophoniques de Walter Benjamin. Voilà. Et enfin, à mes côtés, Anna Starobinets, qui est une voix majeure, une nouvelle voix majeure de la littérature russe, avec son illustration d'un fantastique nouveau, d'un horrifique nouveau, et dont nous aurons évidemment l'occasion de parler beaucoup. Alors, Philippe, c'est vous qui ouvrez le bal, puisque l'expression machine nécrophonique, on la trouve chez vous. Alors, dans des conditions quand même très étonnantes, parce que vous allez nous en parler. Il s'agit de Thomas Edison. Thomas Edison, on le connaît surtout comme un homme très pragmatique, un homme d'affaires, un inventeur, l'un des deux grands combattants de la guerre des courants, courant continu contre courant alternatif, l'ennemi, se posant lui-même comme l'ennemi de Westinghouse, embobinant, si je puis dire, pour l'électricité, Nikola Tesla, enfin, un personnage très terre-à-terre, et vous nous révélez en publiant son ouvrage qu'il avait d'autres intérêts très étonnants. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si on m'entend là, oui. Bon. Oui, ce qui est intéressant avec cette histoire, c'est tout part il y a quelques années de ça, du visionnage d'un film que certains connaissent peut-être ici, La Voix des morts, en fait, avec Michael Keaton, qui démarre sur une sorte d'écriteau, de panneau, une citation d'Edison sur la possibilité, un jour, l'espoir de voir naître une machine permettant d'enregistrer la voix des morts. Bon, j'étais assez interloqué par cet écriteau-là, par cette citation-là, et je me suis mis à chercher un petit peu l'origine de ce texte. Au départ, je pensais que ça relevait de l'ordre d'une simple légende urbaine, et puis non. Non, parce que je découvre rapidement sur les étagères d'un bouquiniste les mémoires et observations de Thomas Edison, qui se présente comme un recueil de notes, d'observations publiées entre 1920 et 1931, année de sa mort. Et l'ultime chapitre de ce journal, de ses mémoires, intitulé sobrement Le Royaume de l'au-delà, concernait son projet d'une machine pour enregistrer ce que lui pensait être la voix des morts. Donc très très rapidement, je me mets à enquêter et je découvre une somme assez incroyable d'articles publiés par Edison de son vivant, bien évidemment, dans la presse généraliste et spécialisée américaine. Mais pas que, des textes traduits en français dans les journaux scientifiques des années 1920, années 1920, 1910, 1920 en France. Et je découvre un autre Edison, à côté effectivement de l'inventeur de profession qu'il était. On le présente généralement comme l'homme aux 1000 brevets, plus de 1000 brevets sur le seul territoire américain, c'est pas rien. Cet inventeur de profession, comme il se présentait généralement, a eu un réel intérêt pour les phénomènes paranormaux dès son plus jeune âge, puisque lui, il naît dans une famille américaine qui régulièrement prend plaisir à organiser des séances de tables parlantes, de tables tournantes dans la maison familiale, avec quelques amis, et de fil en aiguille, il tente différentes choses du côté de la télépathie, du côté du magnétisme aussi, jusqu'à
vouloir imaginer, à la fin de sa vie, il faut peut-être insister là-dessus, à imaginer une machine permettant d'amplifier, peut-être on y reviendra, d'amplifier certains types de voix inouïes, au sens strict du terme, des voix qu'on ne pourrait pas, qu'on ne peut pas entendre. Lui va essayer de relever le défi, de les faire entendre. Ces voix sont la voix des morts, en fait, les voix des morts, les voix des disparus. Et ce projet naît en 1920, donc quelques temps tout juste après le premier conflit mondial quand même, avec cette volonté, toujours chez Edison, de répondre à une attente commerciale, une attente industrielle, de créer surtout un besoin en fait. C'est ça qui est assez intéressant, c'est-à-dire qu'il imagine que dans le salon type de l'Américain moyen, à côté du canapé, à côté du journal, etc., un jour, on trouvera son nécrophone. On trouvera son nécrophone qui permettra le dimanche de discuter avec le grand-père défunt et puis d'échanger quelques nouvelles, etc., etc. Donc il y a chez Edison, et c'est peut-être la manière dont on peut le relier avec ses inventions, ses brevets, une considération totalement magique ou une volonté en tout cas de prendre en considération une dimension magique, surnaturelle de l'électricité, de l'électromagnétisme, puisque ce monde-là, qui est profondément naturel, il n'y a rien de surnaturel en fait, c'est ça qui est intéressant chez lui. C'est-à-dire que certes il s'inspire du spiritisme, mais il le combat également. Et il dit que la science peut apporter une réponse matérialiste à ces grandes interrogations d'une possible survie de l'âme après la mort. Et lui propose de faire ça, de relever ce défi par le biais d'une invention, de la mise au point d'une machine qui va, d'après ce qu'il en dit, on a très peu d'informations sur ce nécrophone, sur ce que j'ai appelé le nécrophone, on sait tout juste qu'il va s'agir d'une amplification. De la même manière que le microscope va permettre effectivement de grossir, permettre de mettre à, comment dire, va rendre possible l'accès à l'infiniment petit, eh bien, le nécrophone va permettre à tout un chacun d'entendre des voix que justement on était bien incapable d'entendre jusqu'alors. Alors, ce matin, tout en préparant cette table ronde, c'était préparé avant, mais ce matin je suis tombé sur une brève de 20 minutes qui nous apprend qu'une Russe, Eugenia Kevdia, suite à la mort d'un ami à l'âge de 34 ans, a constitué un chatbot, c'est-à-dire qu'elle a rassemblé l'ensemble des mails envoyés par son ami, l'ensemble des entrées Facebook de son ami pour, de manière aléatoire, pouvoir continuer à parler avec son ami mort. Alors, c'est à vérifier, c'était dans une brève de 20 minutes ce matin, parce que ça rappelle un épisode, pour ceux qui connaissent, de Black Mirror, mais enfin, l'information est là, et c'est très intéressant. Et par une transition dont vous remarquerez l'élégance, là je vais parler à Nasta Robinetz maintenant, vous proposez un fantastique qui est très original dans la mesure où vous êtes très lié au folklore russe, Baba Yaga, les lutins, les elfes, etc. Mais justement les machines, les trains, les dessins animés même peuvent porter des voix de l'au-delà, des voix du fantastique. Et qu'est-ce qui vous intéresse à vous dans votre écriture, dans cette fusion justement entre la tradition du fantastique et un fantastique très moderne où les machines ont leur place? Hello everyone. First of all, I want to say my English is not at all as fluent as it should be to take part in this conference. And I don't speak French at all, so I'm very sorry for lots of mistakes I'm going to make. And please be patient. As for this Refugee 3.9 book, well, unfortunately, it has practically no connection with machines. It is mostly the story in which I try to give a new life to Russian, or maybe not exactly Russian, but Slavic folk characters, like Baba Yaga, and we also have Kashey the Immortal, and many others. The point is that each child in Russia knows practically good those characters, but what we know is a very light version of them. It is a version
for cartoons, for fairy tales, for the kids of 2 or 3 years old. And those characters are actually they started centuries ago, and they are parts of a great mythological world. They are very ancient, and actually they are very they are terrific. They are not for kids. And so I tried to give them kind of new life. And this is the story in which there are two levels of the plot has two levels. The first is the fairy tale level, but with the really terrific monstrous mythological heroes, and another layer is like reality, normal life, and there is a woman who tries to find her kid, like in the fairy tale, who is lost, and so she goes for him from the reality to that fairy tale world. I have another book which is called The Living. It is in French. It is Le Vivant, if I'm not mistaken, and that book has to do something with machines, actually. This one. No, this one. You can talk about this one. Can you talk about this one? I can talk about any of my books, sure. You mean, but you asked me about the You know, but the movie. Yeah, the movie, the first squad. Yeah. All right. Well, the movie it is an anime. It was made by Russian guys, but they made it in Japan, and it is anime about Russian pioneers who were resurrected from the dead during the World War II and tried to somehow help to win the battles. What I did was some kind of fantasy on this theme. I wrote the novelization, but I didn't write the same story. I wrote another one, which takes place in our times, and but there are some references to that story with the pioneer resurrection. Lev Grossman, vous proposez une littérature de magie qui joue avec les codes. Vous multipliez les références à des œuvres connues, mais en les détournant d'une certaine manière. Et j'ai remarqué deux choses dans votre trilogie des magiciens qui court sur les 3 volumes. La première, c'est l'importance du temps. Il est toujours question de temps, de chronomètre, le carrosse horloge, la fille qui lisait le temps. Donc il y a cette problématique. Et justement, une magie qui s'accommode très bien des machines. Je pense par exemple à la machine de Stoppard qui crée des bulles d'invisibilité. Quel est votre intérêt justement de mêler machine et magie? It's always when you're writing fantasy that's set in the present day, it's always an uncomfortable moment when magic and technology sort of rub up against each other. I have a strong sense that the real founding voices of the modern fantasy novel, Tolkien and Lewis, were reacting very strongly against technology. Their Middle-earth and to some extent Narnia were visions of a world in which the Industrial Revolution had been rolled back and from which technology had been subtracted. These are people who had lived through not only the advent of mechanized warfare in World War I, but also the replacement of horses by automobiles, the electrification of cities, the replacement of gaslight by electric light. And they longed for this world where all these things were erased and we had a different kind of power that was more personal, more emotional, more spiritual, more organically connected to the world around us. So when you
now, when you write fantasy set in the present day, well, technology has intruded into our lives so thoroughly that you can't erase it anymore. It's indelible. And so you have fantasy interacting directly with its opposite. Which is it's a difficult thing. I was very keen in the Magician's books to have. I tried to put clockwork and chronometers everywhere, simply because the dream of magic was the idea of eliminating time or making time relevant and eliminating the possibility of change and loss and death. It's a magic world, but it's haunted by the reality of time and technology and ultimately death, which even magic can't stave off. Alors François, vous êtes une machine nécrophonique tous les samedis déjà. Vous faites. J'en suis une moi-même et j'en fais fonctionner. Oui. Vous faites parler les morts, vous les écoutez. Oui. Peut-être vous écoute-t-il aussi. J'espère. Oui. Je vais pas parler dans le vide. Voilà. Parler au vide. Puis il peut vous rattraper en podcast aussi. Voilà. Oui. Alors justement, quel est au fil de ces années de radio votre sentiment à réécouter justement ces bandes quand vous tombez sur un enregistrement d'une personne que vous connaissez mais que vous ne connaissiez pas cet enregistrement, une personne disparue, on conserve une affection, un intérêt pour ces voix du passé? Oui, absolument. Il y a deux solutions. Soit la voix correspond à une période de votre existence. Alors effectivement, c'est des voix que j'entendais quand j'étais enfant. Je pense par exemple à Frédéric Potcher, le célèbre chroniqueur judiciaire, qui était véritablement la Sarah Bernard des actualités judiciaires des années 50-60 et qui ne pouvait pas raconter un procès sans être à la fois l'avocat général, l'avocat de la défense, le président, la victime et l'accusé. Donc ça donnait lieu à des choses. Alors ça, je ne peux pas le réécouter sans... C'est ça l'intérêt, c'est qu'il y a d'abord la prise de son est toujours datée, donc effectivement ça renvoie tout de suite à un cadre historique, à des objets, à une sensibilité, à tout un monde d'images. Et puis après, il y a la manière de parler. Donc effectivement, tous ces documents sont des documents qui jouent sur plusieurs plans à la fois. Mais j'avoue qu'on parlait là d'Edison, c'est amusant, je pense que la radio est une machine qui fait parler les morts, qui fait surtout parler les absents. Parce que c'est ça, la radio, c'est quelque chose qui fait parler les absents. Et qui répond à une autre machine à créer des morts, c'est la guillotine. Je ne pense pas qu'il y ait eu la radio s'il n'y avait pas eu la guillotine. Je veux dire par là qu'il y a le traumatisme quand même des exécutions en masse, avec ces têtes, donc l'organe de la phonation, là où il y a la bouche, les cordes vocales qui apparaissent brusquement. Je ne pense pas qu'il y ait eu la radio s'il n'y avait pas eu la guillotine. Et donc à partir de ce moment-là, ça a généré toute une fantasmatique du discours des morts et l'idée que les morts pourraient reparler. Donc, effectivement, il y a tous les contes fantastiques, La fille au collier de velours de Washington Irving, Dumas, Hoffman, c'est une histoire qui a été reprise. C'est ça pendant la Révolution, cette femme qui a un collier de velours et quand on enlève le collier, la tête tombe. Voilà, et puis toutes les histoires qui ont suivi. Et le plus important, je fais allusion aux travaux d'une historienne qui s'appelle Anne Carroll, qui est toutes les tentatives sous la Troisième République d'aller capter les derniers signes de vie possibles dans des têtes coupées. C'est-à-dire qu'il y a eu toute une époque sous la Troisième République où dès qu'il y avait une exécution capitale, à peine la tête avait-elle été tranchée, était-elle tombée dans le panier de son, qu'on voyait bondir les gens du laboratoire, d'un quelconque laboratoire scientifique, qui immédiatement s'emparait de la tête et essayait de capter éventuellement une voix, le son, ou de la réactiver avec des électrodes et du courant électrique. Donc il y a véritablement un besoin, justement, qui, à mon avis, date de cette période révolutionnaire, de faire reparler les morts. Ça a été accentué par la naissance du spiritisme aux États-Unis et tout son énorme succès en Europe et notamment en France. Donc avec le spiritisme était une sorte de... C'est beaucoup plus archaïque au sens où ça ne nécessite pas une technologie particulière. Mais sinon, aujourd'hui, il y a... Philippe Baudouin connaît bien le Père Brune et toute cette école qui fait parler les morts, qui est spiritualiste. Et ça, moi, je peux vous en parler en tant qu'homme de radio, puisque j'ai fait un reportage sur le Père Brune.
personnage extrêmement étrange avec qui j'ai rendu visite dans un petit appartement à l'époque du 15e, qui est entouré de cassettes, de petites cassettes audio, dans lequel il n'y avait que des discours des morts. Alors, de quoi s'agit-il? Il y a des médiums, il y a des gens qui ont cette capacité d'attirer sur eux la présence de l'au-delà, la présence des morts, la présence des défunts. Et il suffit, une fois que ces gens sont en transe, sans se rouler par terre, ils sont en transe, de maintenir autour d'eux des capteurs, que ce soit des capteurs visuels, alors des télévisions, ou des capteurs sonores. Et on fait tourner. La personne est en transe, elle s'adresse aux morts et on fait tourner. Et après, on écoute. Et c'est là où l'exégèse savante du père Brune intervenait, c'est qu'il entendait la voix des morts qui était imprimée sur la bande magnétique, mais pas de manière évidente, puisqu'il fallait soit accélérer la bande, soit la ralentir. Et moi j'ai vu cette scène fabuleuse où on entendait effectivement une espèce de voix comme ça. La source de cette voix, je ne sais pas, bon, toutes les hypothèses sont possibles. Et alors, il vivait la chose avec le mort. Il disait, oui, regardez, elle parle à sa mère, maman, maman. Et là, on entendait, effectivement, la voix, c'était Mouti, Mouti. Ça devait être une conversation téléphonique en Allemagne, je ne sais pas quoi. C'était extrêmement impressionnant. Et ce document sonore a ensuite été expertisé sur les ondes de France Culture par Yann Parentoen, qui est décédé aujourd'hui, que je salue, qui était vraiment à l'époque ce qu'on appelait le sculpteur de son, le grand spécialiste des mixages, grand créateur radiophonique, et qui expertisait, disait, mais oui, là j'entends un point de montage dans le discours du mort, est-ce qu'il n'y aurait pas voilà. Donc effectivement, je crois que c'est une espèce de hantise, et la radio à sa part, puisque effectivement la radio, ça n'est que ça. Alors il y a le direct, heureusement, mais quoi, le mieux si on entend des morts en direct, alors là ça devient extrêmement intéressant. Mais il y a surtout les archives sonores, et là avec toute le kitsch, l'émotion que ça peut charrier. Oui, alors en parlant aussi de transmission de morts, il y avait aussi Bell et les lignes téléphoniques où à un moment il y a une sorte de légende urbaine qui voulait que les morts parlaient quand on installait le téléphone au début à travers les lignes téléphoniques. Et je me tourne vers Anna, quel est votre intérêt à justement refaire parler des voix anciennes comme Baba Yaga, des voix qu'on aurait pu croire mortes justement, des voix liées aux anciens contes? Comment vous les réactivez de nos jours? Quel intérêt à reprendre des images anciennes comme ça? Comment refaire parler d'anciennes voix de l'imaginaire? I'm sorry, I'm afraid I have to ask you to ask the question again. I didn't quite get what the question is. Alors, vous réussissez dans vos écrits à mélanger classique et modernité. Et comment vous refaites parler aujourd'hui les voix d'hier? Well, actually, in this, in the refugee novel, in any. The only book which is really machine-oriented, as I said before, is The Living. The point of The Living is that there is no death at all, actually, that all the humanity is united in one organism. And each of them has an opportunity to be reborn each time he dies. Like there is a fixed number of people in that organism. All the people are connected brain to brain to some kind of network, and there is no death. It is kind of they are kind of ants. So I made a festival, and people who are willing to end their life, they can go to the pause zone and make a pause. Then they are replayed. After they are replayed, and it is actually the system says that when you are replayed, you become a little baby again. So you don't remember what happened to you before the pause, but you have your personal box with all the memories from that previous reincarnation. So when you were before the pause, you leave for yourself everything which you think, all the documents, all the pictures, anything you think would be necessary after the pause. So there is a kind of connection, and each person, as each person lives forever,
has lots of different documents and has some understanding of what kind of person he is. And he gets that understanding from the very childhood. So somehow those, of course, finally it turns out it's a trick. All the people are mortal and so on. But those, that archive each person has somehow rules the life. Because everything is dedicated from the very start. You believe that you were that, and then you have to continue your destiny. So that's kind of contact between the dead and the living I made in that novel. Merci. Alors, Lev Grossman, je suis tenté de vous poser la même question. Quel besoin vous avez eu de détourner comme ça le monde de Narnia ou Harry Potter? Vous auriez pu, votre talent vous aurait permis d'écrire quelque chose de complètement inédit. Quel est ce besoin de réactiver d'anciennes voix? You may be overestimating my talents, that I could write something from scratch. I had been writing already for 15 years before I began writing The Magicians, and a number of things changed for me when I started writing it, but one of the most important was talking back to C.S. Lewis, and to a lesser extent J.K. Rowling. I began writing not just on my own, but it was almost as if I was writing a letter directly to these people, responding to their work and telling them how much I loved it and how important it was to me, and then also explaining to them what they got wrong. There's a sort of old theory of kind of aesthetic production that's popular in the U.S. This book called The Anxiety of Influence by Harold Bloom, which postulates that the essence of the kind of creative process is the kind of aggressive, Oedipal rewriting of a predecessor. The way, for example, William Blake rewrote the works of John Milton. I had a revelation about this when talking to Pullman, who I met. Pullman despises C.S. Lewis, can't stand him. And we were having breakfast, and he grew absolutely purple in the face, talking about what a terrible person C.S. Lewis had been. And I began to grasp that he'd written his Dark Materials, and especially The Golden Compass, in response to Lewis. Just in a way, there's Tom Stoppard writes Rosencrantz and Guildenstern Are Dead in response to Shakespeare, or Jean Rhys writes Wide Sargasso Sea in response to Jane Eyre. I thought that I would write back, in a way, having a conversation with a dead person, and try to reanimate this idea of Narnia in a way that would feel relevant and plausible and real now. And now when you write a fantasy world, you have to give it its own ecology, you have to give it a working economy, you have to give it a kind of detail and consistency that you didn't do back then. And it was all, in a way of kind of reanimating this old idea of Narnia, which had become slightly cartoonish and unreal in our present moment. I was also responding to J.K. Rowling, and what I was saying to her, I really couldn't tell you, I don't know. But this idea of writing to these kind of phantasmal presences, I found tremendously energizing. Et cette énergie, Edison, il a trouvé. Vous pensez vraiment, Philippe, que c'était de simple visée mercantile qui portait Edison? Vous pourriez revenir d'ailleurs sur l'anecdote de la chaise électrique, qui est très intéressante aussi par rapport à Edison. Oui, peut-être avant de répondre directement un peu frontalement à cette question, moi ce que je trouve assez intéressant dans les discussions et qui vraiment peut-être nous réunit, c'est cette volonté peut-être de proposer une relecture de cette histoire des médias au sens large du terme
à travers le prisme de l'imaginaire de la mort. Parce que finalement, c'est ça qui se passe concrètement sur le plan, enfin, d'un point de vue aussi bien littéral que symbolique. C'est-à-dire que littéralement, pour donner quelques exemples comme vous l'avez fait tout à l'heure, il y a ce lien-là que pourrait peut-être reconstituer l'électricité ou l'électromagnétisme entre le monde des vivants et le monde des morts, qu'on voit par exemple chez Bell, hein, pour ce qui est de l'invention du téléphone, avec son assistant Watson, qui est lui connu comme étant un grand médium de l'époque, et qui, lorsqu'il écoute la nuit dans l'atelier de Bell les câbles téléphoniques, est persuadé d'entendre des morts qui se manifestent à lui. Il y a cette incroyable histoire quand même que Watson, sur laquelle Watson revient dans ses mémoires, qui ne sont pas encore traduites malheureusement en français, mais c'est quand même quelque chose d'assez intéressant dans l'histoire des télécommunications, une histoire occulte des télécommunications. Il y a cette idée aussi sur laquelle je reviens un petit peu dans la préface de ce texte d'Edison, où j'explique que finalement l'un des ancêtres du téléphone était composé notamment d'une oreille prélevée sur un cadavre, où le corps permet post-mortem d'amplifier encore une fois une énergie. Alors là, en l'occurrence, eh bien de permettre de porter à l'oreille de tout un chacun des sons, des voix, etc. Eh bien, cette matière, c'est une matière vivante, matière morte, mais qui organiquement contient encore une possibilité d'amplifier les phénomènes sonores. Donc je disais littéralement, il y a toute une histoire comme ça assez morbide finalement des télécommunications, ou du moins occulte, occultiste, spirit, etc. Une contre-histoire du téléphone. Une contre-histoire du téléphone, on pourrait écrire. Avital Ronell l'a écrite en partie. On pourrait la poursuivre comme une histoire occulte ou une contre-histoire de la radio. C'est ce que j'essaie de faire à ma manière. Mais justement, c'est ça qui est intéressant. Il y a déjà 20-25 ans de ça, des théoriciens des télécommunications, des historiens de la communication comme Friedrich Kittler, injustement méconnu en France, dont les écrits vont être traduits dans quelques mois et qui sont vraiment des travaux aussi importants que ceux de McLuhan. Kittler expliquait très simplement que les télécommunications, les moyens modernes de reproduction du son, de l'image, etc., étaient constitués de véritables agents d'extension du royaume des morts. Oui, parce qu'à partir du moment où l'électricité est domestiquée et qu'on l'emploie à reproduire pour communiquer à distance eh bien, des messages, des voix, des visages, eh bien, ce sont finalement des doubles fantomatiques comme ça qui envahissent notre monde. Il y a une spectralisation du monde qui se produit au moyen du phonographe, du téléphone, du télégraphe, de l'image, du cinéma, etc., etc. Deleuze le disait déjà, il parlait de machine à fantômes. Il parlait de ça à propos du cinéma principalement. Je pense que ce terme-là de machine à fantômes convient tout à fait à la radio, au phonographe, à tous ces appareils qui, comme ça, sont utilisés pour disjoindre finalement la voix, par exemple, pour ce qui est du phonographe, de celui qui parle. Il y a un exemple assez frappant dont je parle dans le texte, dans cette préface sur les machines nécrophoniques. Il y a en 1878 en fait en France a lieu en mars 1878 la première démonstration publique du phonographe d'Edison. Et c'est un grand académicien, Théodose Dumoncel, un physicien, qui est chargé de montrer, de faire valoir les prouesses de l'appareil d'Edison. Et là, pour le coup, eh bien, le grand amphithéâtre est comble de l'Académie des sciences. Et dans l'assistance, on trouve des grands noms comme Camille Flammarion qui assistent à ce phénomène-là complètement incroyable, hein, vraiment spectaculaire. Et donc, on écoute, et tout le monde est complètement, vraiment chamboulé par ce qui est en train de se passer, puisque la voix de celui qui vient de parler, hein, qui est bien présent là, vient d'être reproduite par le biais de la machine. Et là, il y a cette réaction qui est, je trouve, assez stupéfiante, assez déconcertante, mais qu'il faut aussi replacer dans un contexte. Une réaction de Bouillot, un vieil académicien, un vieux médecin, qui se lève, qui crie au scandale, qui se rue comme ça sur Théodose Dumoncel, hein, celui qui était en train de démontrer, de faire cette démonstration publique, qui crie au scandale et qui explique que ce à quoi nous venons d'assister est un habile tour de ventriloque. Donc, il faut aussi se remettre dans ce contexte-là, de prendre vraiment en considération le phénomène qui était en train de se produire pour ces hommes-là, qui n'avaient jamais, de leur vivant, entendu une reproduction mécanisée d'une voix, en fait. Donc un double, quand je parlais de double fantomatique, c'est bien de cela dont il s'agit, puisque ce que permet
l'appareil de reproduction du son, de la voix, c'est l'apparition des fantômes en fait. Alors pour revenir à... Ouais, parce que je voudrais que vous reveniez aussi sur Edison qui, pour faire entendre sa voix, a quand même tué. Il est à l'origine, lui, deux morts directement, un éléphant au moins et un être humain. Alors, c'était dans une intention assez particulière, il faut peut-être le rappeler. Il y a cette mise à mort, effectivement, de Topsy, une éléphante, qui était destinée à montrer la dangerosité du courant alternatif. Et qui a été filmé, c'est un snuff movie. Filmé, en plus, c'est le premier snuff movie de l'histoire du cinéma. On le doit à Thomas Edison. On le trouve très facilement sur YouTube encore. Vous verrez, c'est quand même assez étonnant. On voit partir comme ça, quasiment en fumée, s'effondrer comme ça, cette énorme éléphante à New York. Et l'objectif de Thomas Edison à l'époque était justement de montrer la dangerosité, l'horreur permise, autorisée par justement le courant alternatif qu'il combattait, un courant alternatif représenté par George Westinghouse et Nikola Tesla. Et ses concurrents. Qui étaient ses concurrents, Tesla étant un ancien collaborateur d'Edison, et Edison défendant à sa manière le courant continu. Il va également... oui, il y avait une fascination assez morbide de Thomas Edison pour tous ces phénomènes-là. On racontait aussi que, bizarrement, autour de son atelier, un peu comme celui de Bell, de Graham Bell, disparaissaient des chiens, des chats pour toutes sortes d'expériences en lien avec l'électricité. Et il y a eu aussi, au début des années, si je me souviens bien, 1890, un appel qui a été formulé par l'État de New York pour concevoir la première chaise électrique. Et évidemment, Thomas Edison, en soif de reconnaissance, comme toujours, a tenté de relever le défi. Encore une fois, toujours dans cette guerre des courants, pour montrer la dangerosité du courant alternatif, a profité de cet appel-là, entre guillemets, pour concevoir une chaise électrique. Il s'est inspiré d'ailleurs, il faut le savoir, de la chaise de dentiste. Donc, quand on pense à cet outil-là comme un outil de torture, je pense que c'est fondé. Et du coup, ça a donné lieu à une véritable boucherie, puisqu'on a mis des heures avec l'agonie de William Kemmler, c'était le condamné à mort de l'époque, pour mettre fin à tout cela. Et les journalistes de l'époque raconteront que peut-être le choix d'utiliser une hache aurait été bien plus efficace pour l'occasion. Donc c'est une histoire assez extraordinaire, effectivement, ce rapport de Thomas Edison avec la mort, avec la question du seuil, puisque c'est finalement ça qui se pose. L'électricité questionne, interroge ce seuil, notamment entre la vie et la mort, entre les vivants et les morts, en fait. Et la chaise électrique d'Edison est finie chez Houdini, qui était lui aussi assez morbide dans ses comportements. Alors, François Angeli, vous en côtoyez des curieux, des étranges de la technologie morbide. Vous côtoyez aussi les grands mystiques. Vous viagez chez Jérôme Milon. Quel est votre intérêt justement dans, par exemple, un exorcisme du Moyen-Âge et des zombies d'aujourd'hui? Vous brassez large dans les voies des morts. Je brasse large, mais on n'entend pas vraiment, un peu loin du sujet, mais je considère que les milieux transgressifs sont généralisés, donc on est aussi bien transgressif en étant mystique, ruisselant et visionnaire qu'en étant un vampire ruisselant et aussi de sang du prochain. Donc je pense qu'il y a une communauté des inframondes comme ça qui se créent. Mais on parlait de cette époque où justement, là, avec les révolutions technologiques, apparaît un questionnement sur la voix, sur les fantômes, les spectres. Bizarrement, à une époque où normalement on aurait dû les réfuter, les chasser, les avoir fait disparaître pour toujours. Mais il y a cette phrase étonnante de Nietzsche, je crois dans Aurore, petit texte où il met « l'oreille est l'organe de la peur ». C'est inutile de vous dire que j'ai gravé ça au fronton de mon émission. L'oreille, c'est l'organe de la peur. Et après, il développe, c'est bien beau tout ça, mais il faut développer. Il dit que tout date l'époque préhistorique où l'homme était dans le noir absolu, là, le feu étant fragile, et que tout fonctionnait à l'oreille. Alors on entendait l'arrivée peut-être sournoise et progressive la nuit des animaux qui venaient peut-être
la tribu adverse vous avait repéré et venait soit vous voler le feu, on en a fait un roman célèbre, je crois, soit vous faire la peau. Donc l'oreille, organe de la peur, effectivement, cette disjonction entre, je dirais, la voix, le son, la voix et ce qui en est la source est déjà une création d'angoisse que Nietzsche voyait comme une angoisse tout à fait archaïque. Et puis effectivement, ça a dû continuer la radio, d'une certaine façon, a généralisé ce sentiment. Mais ce qui me semble étrange, c'est cette volonté de faire du marketing avec tout ça. Parce qu'en définitive, le but de la manœuvre, c'est que les morts disparaissent. Puisque si on crée une machine à faire parler les morts, cette machine rentre dans un business industriel, tout le monde aura la sienne. Et puis d'une certaine façon, la tante Rosa ou la grand-mère Yolande pourront être disponibles en permanence pour un contact ou au moins une intervention. Donc d'une certaine façon, c'est vrai que les enregistrements, la radio, tout ça inonde un peu la vie quotidienne de spectres, de fantômes, mais en même temps, ça fait régresser l'angoisse de la mort par la mise à disposition, comme le cinéma, comme la photo, de la présence de l'absent. Alors, Lev Grossman, justement, on a parlé de voix des morts, voix de la peur, etc. Mais à quelques minutes de la fin de cette table ronde, vous, par contre, on parle beaucoup, on parle de magie beaucoup, et on en parle de manière apaisée, quotidienne. Vous donnez à la magie une voix rassurante, justement, qui vient un peu contrebalancer les horreurs très réalistes d'Edison et consorts. Pourquoi avoir justement fait une magie quotidienne, une magie de la vie de tous les jours, une magie rassurante, en fait? You know, it's funny. I have an alternate parallel career writing about technology as a journalist, and it's made me very aware of the extraordinary extent to which technology has penetrated our lives and become part of it. And as a result, it's given us, many powers which are putatively magical. We can speak to others at a distance. We can capture images. We can do surveillance. We can kill at a distance. And yet, at the same time, it has introduced a kind of alienation that's new, an alienation between us and other people. We now, our communications with others are mediated through the internet and through digital devices. Our connection to the world, our connection to ourselves. I constantly walk around staring at my phone in a state of disconnection from my own life. Fantasy for me, although it's a genre that is in some sense inimical to technology, is very much about technology, and it's very much about this idea of what we lost when we allowed technology in. And it's very about it's trying to imagine and sort of put your finger on what's missing from our lives, even though our lives our lives are full of these gifts and powers that we never had before. I think for people of my generation, and I'm addressing the middle-aged people in the room right now, we're the last generation that really will remember the world before this enormous digital revolution took place. And I'm conscious, and I was thinking about this before the panel today, it's a very apt metaphor because this idea of being haunted by the past, when I was a child in the 70s and 80s, when something happened, the traces of it were relatively scarce. You would have recordings on a tape cassette or a Polaroid picture. Now we live with these digital ghosts of the past all around us constantly. Something happens 5 minutes ago and we've taken a picture of it and there's a video of it and we can watch it as many times as we like. All this stuff that used to fade away remains with us. The past is haunting our present in a way that it never has before. And it seems entirely plausible to me that in the future, entirely plausible, that because we speak through digital devices so much, artificial intelligence and machine learning will be able to create approximations of our personalities, just kind of neural net type simulations of them, which just like an old home video or a photo, will haul out the simulation of Daddy
at some point after he's gone past. And it's not Daddy. We all know it's not Daddy. But we'll listen to him kind of say the kind of things that he used to say and get a kind of distant sort of echo of his personality. And it's both comforting and creepy at the same time. Oui, c'est vrai que on se souvient on est l'une des dernières générations qui se souvient des voix d'hier. Elles se reproduiront demain. Et Anna, pour finir, vous réveillez les voix non pas d'hier, mais d'avant, avant hier. Vous les réveillez aujourd'hui. Quel est en ce moment le renouveau de cette fameuse littérature russe que vous incarnez, littérature fantastique? Comment vous arrivez à faire la fusion entre les voix d'hier, Baba Yaga, ce dont on évoquait tout à l'heure, et le béton, le métro, la réalité d'aujourd'hui, maintenant? I guess I hope I understood again the question correctly. These Baba Yaga and Cachet, Immortal, and all the others about whom I write in this book are yes, they are very ancient, but in the same time they are archetypical for. Not only for fairy tales, but for any story. In Europe, there are plenty of also of myths with very ancient characters. With some of them are dead, by the way. Like Baba Yaga is a dead woman. Actually, she's not. She's. Her legs are like bones, and she sleeps in a coffin. But that voice of Baba Yaga, what she says, is absolutely actual in modern times as well, because we are all educated with the help of those true things, of the rules which those ancient heroes give to us in a cultural way and in a way of bringing up children. And from the very childhood we hear these voices, because, for instance, our mothers tell us that if you don't obey, Baba Yaga will come. If you don't obey here and here and here, Baba Yaga will come, and she will be very upset about your behavior. She will take you with her to her wild forest. So this understanding that there are some very special creatures who are partly dead but who are watching you all the time is a reality with which we still live from. I mean, this is a world of high technologies and everything, and electricity, everything mentioned. But in a way, mentally, we haven't changed. We still live in the world of those rules which were created long time ago, and we are still afraid, in a way, of those creatures who can come out of their coffins and give us some punishment. Je crois que ce sera parfait comme mot de conclusion, en retenant, Philippe, que de tout ce qui a été dit aujourd'hui, je crois que c'est Edison qui emporte la palme de l'horreur et du macabre. Alors peut-être qu'il y a des questions dans le public. Bonjour. Je voulais juste, à vous entendre parler d'électricité et de voix des morts, j'étais en train de repenser au Frankenstein de Mary Shelley, qui, réanimé par l'électricité, de mort devient vivant et apprend à parler. Est-ce qu'on peut le considérer comme un type de machine nécrophonique ? C'est pas une machine, c'est une créature, c'est le geste premier c'est le geste divin qui a été reproduit et refondé. Donc c'est une sorte, c'est comme ça, c'est la phrase de Sartre,
à la fin des mots, je ne suis qu'un homme fait de tous les hommes et qui les vaut tous. C'est un peu ça la créature de Frankenstein, c'est un homme fait de tous les hommes, sauf qu'on est allé le chercher un peu dans les tombes au lieu de... Et donc à partir de ce moment-là, est-ce que c'est une machine? C'est une machine à partir du moment, oui, au sens où c'est un artefact, c'est un assemblage de pièces constitué en fonction d'un projet technique, biotechnique global, et qu'à la base de cela, ça n'est pas autosuffisant, il faut une énergie. Alors on pense à l'électricité. Effectivement, ça peut être une machine nécrophonique. Ce qui est amusant avec le Frankenstein, c'est qu'il est autodidacte. C'est que d'une certaine façon, il écoute parler la communauté et il tente de se cultiver, de se former et d'apprendre à s'exprimer de manière un peu clandestine, parce que c'est ça qui est important, puisqu'il est renié par son père et fabricant, et qu'il s'en va battre la campagne et battre les forêts, qu'il commence par gîter à côté d'une ferme où vit cette famille, et il l'écoute et il reproduit, il essaie de reproduire un petit peu. Donc là, on est à la fois dans une machine et dans une forme de mimétisme. Donc c'est une machine mimétique, ce qui fait que c'est encore plus fort. Et puis après, il se donne même une culture philosophique et littéraire en empruntant les lectures des gens qui l'observent. Donc c'est une machine et en même temps c'est un animal. C'est un animal qui fonctionne par une logique mimétique. Mais effectivement, ça peut être la première machine nécrophonique au sens où il refait parler les morts dont il est l'assemblage. Voilà. Donc vous parlez de faire parler les morts, parfois de pouvoir faire son deuil en rediscutant avec le défunt ou de ne pas faire son deuil justement, avec différentes machines. Ça existe déjà plus ou moins dans les jeux vidéo. Il y a beaucoup de témoignages de gens qui vont par exemple jouer à un jeu de course contre le fantôme Enfin, je ne sais pas si vous connaissez quand on fait un jeu de course, quand on rejoue après, on joue contre le fantôme du record. Et le record, c'était son père, qui est mort depuis, qui a eu le dernier record, et des gens qui rejouent contre le fantôme de leur père, sans chercher à battre le record, parce que sinon, il le ferait disparaître de la liste des records. Mais voilà, et qui rejouent plusieurs fois. C'est Léo Grasset de Dirty Biology sur YouTube, qui parlait d'un témoignage aussi de quelqu'un qui avait nommé dans un MMORPG un vaisseau avec le nom de son frère, je crois, qui était mort, ou de son père, et qui est retombé sur ce vaisseau, enfin voilà, sur cette personne virtuelle, et il avait une chance sur 1 million de tomber dessus dans l'univers du jeu, et voilà, recroiser. Donc je pense que ça, entre guillemets, ça peut exister un petit peu aussi, non ? Je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions de nouvelles technologies. J'essaie déjà très modestement de m'intéresser aux origines de ces technologies-là, de reproduction, de fantomisation, etc., etc. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que justement, avec les jeux vidéo, avec Internet, avec les réseaux, on trouve également une présence, alors appelez-la comme vous voudrez, mais fantomatique peut-être, spectrale, je ne sais pas, mais d'avatars. Ce sont des avatars qui, à leur manière, poursuivent une forme de vie. C'est ça, sous la forme de traces, de mémoires mortes, vives, je ne sais pas, mais pour le coup, il y a ces fantômes comme ça qui transitent dans l'univers également du jeu vidéo. J'avais échangé moi un petit peu avec un historien américain qui a énormément travaillé sur la question de la hantise dans les télécommunications, qui s'appelle Jeff Escons, et qui lui était convaincu que les fantômes sont exclusivement analogiques, et que le monde numérique, l'univers numérique exclut par principe la présence de fantômes. Bon, il faut se poser peut-être la question, est-ce que justement le glitch, ce qu'on appelle le glitch, donc effectivement toutes ces erreurs qu'on trouve dans certains jeux vidéo, certains programmes, etc., ces erreurs, ces parasites, etc., ne pourraient pas être considérés comme ces moments, ces intervalles où la machine se met à se gripper et contrairement à ce à quoi elle devrait répondre, l'ordre auquel elle devrait répondre, eh bien, il y aurait peut-être une forme de liberté, de surgissement comme ça, soudain, qui donnerait à imaginer une présence fantomatique, peut-être. Ça serait intéressant, effectivement, de travailler sur ces questions et de voir de quelle manière considérer la possibilité d'une présence fantomatique au sein de nouvelles technologies qui, pour certains, excluent
dès l'origine toute manifestation spectrale, pourquoi pas. Peut-être pour terminer et donner un prolongement à votre question, il y a encore aujourd'hui en France, qui quand même reste la patrie du spiritisme, il faut insister là-dessus. Le spiritisme naît certes aux États-Unis, mais est codifié en France par un certain Allan Kardec au XIXe siècle. Le mot spiritisme est un mot français. Il y a des spirites aujourd'hui, des cercles spirites, qui utilisent les webcams, les réseaux, Internet, pour essayer, pour tenter de communiquer avec ce que eux pensent être des esprits de disparus, à travers l'image, la caméra, l'enregistrement audio, etc., etc. Et ils échangent comme ça par le biais des réseaux. Ils étendent la séance de spiritisme jusqu'aux limites, sans limite presque de l'Internet. Et on voit que les fantômes ont encore leur mot à dire, y compris sur la toile. Eh ben, là, on arrive à la fin du temps qui nous est imparti. Alors, donc je vous rappelle ce matin, ce chatbot d'Eugenia Guida, cette Russe qui a rassemblé nombre de mails et d'entrées Facebook pour, si c'est pas un canular, faire revivre son ami disparu. Ça date de ce matin, ce qui était parfait comme scoop pour cette table ronde. Un grand merci et merci à nos invités.